Alors, on va espérer que les problèmes techniques vont pouvoir se résoudre. Alors, naturellement, on ne peut pas commencer cette session sans commencer par s'excuser, hein, il me semble. Je parle au nom d'Adama, mais je pense que c'est ce qu'il voudrait vous dire pour les désagréments que nous avons vus, auxquels nous avons assisté ce matin. Je pense que cette deuxième session va s'annoncer extrêmement enrichissante, puisqu'on a des intervenants de haut vol. Le sujet est particulièrement important, il est même décisif. Et nous allons commencer. Alors, je vais présenter nos intervenants. Nous avons avec nous Monsieur Amadou Baou. Amadou Baou, vous êtes directeur des études de la planification stratégique et du suivi et évaluation de la DER, Délégation générale de l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, une structure qui existe déjà depuis 2017, créée en 2017, mais qui a commencé ses activités en 2018 et qui a précisément vocation à favoriser l'éclosion et l'émergence d'entreprises portées par des femmes et par des jeunes. Bienvenue, merci d'être avec nous. Alors je commencerai naturellement par une question qui me semble importante. En quoi consiste l'activité de la DER? Comment est-ce que vous faites pour finalement encourager le développement des entreprises portées par des femmes et des jeunes? Merci beaucoup, Madame Dia. Donc, permettez-moi tout d'abord de rappeler le contexte de la création de la DER en 2017, qui a été créée dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, donc avec toutes les réformes, on va dire, liées à l'inclusion financière. Parce qu'on a remarqué que pour le plan Sénégal émergent... Vers le micro. Oui, donc le plan Sénégal émergent est structuré autour de 3 axes: la transformation structurelle de notre économie, la gouvernance et le capital humain. Mais il y a un paquet de réformes qui étaient attendues où vraiment là, on a eu des difficultés, notamment tout ce qui a trait à la bancarisation des bas revenus, l'accès au crédit des TPE et PME. Parce qu'au Sénégal, on a remarqué que le taux d'inclusion, mais le taux d'accès aux services financiers tournait autour de 21%. Donc, la DER a été créée également dans un contexte où on avait fait le recensement général des entreprises, où on a remarqué qu'au Sénégal, 97% de nos unités économiques sont informelles. Donc, par rapport à tout ça, nous, notre mission, c'est vraiment impulser l'entrepreneuriat, notamment à travers... Faut parler ça. Donc, tout ce qui est accès au financement, tout ce qui est encadrement, assistance technique. Mais la DER n'est pas seule dans l'écosystème. C'est vrai que notre mission principale, c'est le financement, mais on est adossé à certaines banques, comme des banques partenaires comme la BNDE, le Crédit Agricole, des institutions de microfinance comme le Crédit Mutuel, qui sont nos bras financiers. On ne finance pas directement, mais on utilise ces institutions de microfinance. Au-delà de ces institutions financières également, on travaille avec des institutions d'encadrement, comme la DPME, le 3FPT, parce que nos bénéficiaires ont également ce souci d'être encadrés. Je rappelle que c'est 500 000 demandes que vous avez reçues depuis votre création. Au bout de 2 ans, près de 500 000 demandes ont été reçues. C'est pour ça même notre offre a été structurée autour de ces demandes, parce qu'on a mis en place une plateforme. Également, avec les préfets également, on a mis en place un dispositif pour recueillir l'ensemble des demandes. Maintenant, ces demandes ont été structurées pour voir, on va dire, la typologie. Et par rapport à ce qui a été, on va dire, étudié, on a proposé nos produits qui sont structurés autour de l'autonomisation. C'est des demandes de moins de 500 000 francs destinées à l'ensemble de la population, mais également, on a des demandes qui peuvent aller jusqu'à 300 millions, qu'on fait beaucoup en cofinancement avec nos banques ou bien en garantie. Donc aujourd'hui, on est à plus de 105 000 bénéficiaires et également plus de 2000 TPME qui ont été formalisés. Mais pour nous, formaliser, ce n'est pas uniquement l'immatriculation, avoir le linéa, le registre de commerce, mais sur tout le parcours, on va dire, du bénéficiaire, voir comment on peut l'accompagner. C'est pour ça, même dès la première année, pour les institutions de microfinance, c'est la DER qui prenait en charge tout ce qui est frais d'ouverture. C'est vrai que pour les banques, avec l'instruction 19, maintenant c'est gratuit, mais pour les institutions de microfinance, c'est nous qui prenons en charge tout ce qui est frais d'ouverture. Parce que comme je disais,
formalisation, ce n'est pas simplement l'immatriculation. Donc, sur tout le parcours, on essaie de les accompagner. C'est pour ça même aujourd'hui, la DER est en train de mettre en place une plateforme, ce qu'on appelle une plateforme d'interconnexion. Donc, de la phase de création jusqu'à la phase peut-être de cessation ou bien de devenir un champion, voir tous les acteurs de l'écosystème les embarquer dans notre plateforme. Alors ça, justement, on va y revenir parce que sur ce sujet de la big data, j'imagine que vous êtes amené à collecter un certain nombre d'informations. Ce serait intéressant que vous puissiez nous expliquer par quel procédé vous le faites et puis surtout comment est-ce que vous garantissez la sécurisation de ces données-là. Je me tourne vers Rivo Valla, qui est CEO de RDE, rencontre des entrepreneurs. Rivo Valla, est-ce que ton micro fonctionne? Test. Non, mais je vais t'arrêter. D'accord, sinon je vais te donner mon micro. Je te présente. Tu es aussi à l'origine de quelque chose d'absolument fantastique pour les entrepreneurs, pour les investisseurs qui cherchent à vouloir se positionner sur le Sénégal. C'est le guide des affaires du Sénégal. Après avoir réalisé celui du Togo, tu vas nous en dire un mot et nous expliquer qu'est-ce qui vous a amené à décider de créer ce guide. Je crois que tu as quelques exemplaires, mais je crois également que ce guide sera disponible sur Internet via un lien que tu vas nous partager. Alors, Rivola, tu as grandi en Allemagne, tu as fait tes études également en France. Rapidement, tu as rejoint le groupe KPMG à Paris au sein de la branche américaine LLP. Et tu es toi-même un entrepreneur, puisque quand tu es rentré à Madagascar, c'était pour créer ta première société qui avait vocation à se positionner comme le premier fast-food local à Madagascar. Et puis tu es rapidement venu au Sénégal en 2013 pour créer une boîte de conseil qui est spécialisée en la levée de fonds. Et aujourd'hui, la RDE... Ah, c'est pour lui. Mais alors, il faut le montrer quand même. Il faut le montrer. Voilà le guide dont je parlais tout de suite, le guide pratique. Et aujourd'hui, tu es à la tête avec ton associé de la RDE, qui est le premier accélérateur privé des PME au Sénégal. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui quelles sont les principales préoccupations que rencontrent les entrepreneurs que vous accompagnez, sachant qu'elles ont toute la particularité d'être des PME, donc des moyennes entreprises? En tout cas, merci pour la question, Sinabou. Nous sommes un accélérateur, donc nous sommes le seul pour le moment accélérateur de PME. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme accélérateur, donc c'est comme dans l'agriculture. Donc, vous avez les pépinières, vous avez l'incubation et puis vous avez l'accélération. Donc, nous, c'est très intéressant par rapport à la thèse de l'ADER, parce qu'effectivement, le problème de financement. C'est-à-dire que l'ADER, en fait, est venue résoudre l'accès au financement des petites et moyennes entreprises. Mais nous, dans notre thèse, le financement n'a jamais été le problème de nos moyennes entreprises. Ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, du coup, nous, on ne donne pas d'argent. Ça, en fait. Donc, nous, le problème des moyennes entreprises, peut-être pour qu'on puisse bien contextualiser, donc, au Sénégal, petites et moyennes entreprises, donc les invités qui viennent d'ailleurs, est légiféré. C'est-à-dire, quand vous faites moins de 30 millions, vous êtes très petit. Entre 30 et 100, vous êtes petite. Et entre 100 et 2 milliards, je crois, vous êtes moyenne. Et au-delà, vous êtes une grande entreprise. Donc, nous, dans notre analyse, c'est qu'effectivement, Amadou l'a rappelé tout à l'heure, notre écosystème est essentiellement composé des très petites entreprises, c'est-à-dire des boîtes qui font moins de 30 millions. Mais nous pensons que si on veut émerger, si on veut progresser, il faudrait plutôt, en fait, se consacrer sur la tranche entre 100 et 2 milliards. Et c'est là vraiment, en fait, moi, le bas blesse. Donc, depuis 2016, on s'est positionné en tant qu'accélérateur de moyennes entreprises. Donc, les entreprises qu'on regarde, on commence à regarder à partir de 30 millions. Ils nous intéressent à partir de 70, mais les 4 dernières années, notre expérience a montré que c'est aux alentours de 120, 200, les entreprises en chiffre d'affaires, en fait, nous intéressent réellement. Donc, on en a accéléré 18 ces 4 dernières années pour un chiffre d'affaires cumulé aux alentours de 1,2 milliard, 1,3 milliard, différents secteurs d'activité. Donc, ça, c'est un peu notre tracking. Alors, je t'interromps rapidement, mais pour qu'on comprenne bien, vous ne les accompagnez pas sur le financement, mais vous les accompagnez dans leur structuration. Donc, vous les conseillez, vous les... Exactement. Donc, on a un programme d'accélération qui dure 12 mois. Donc, en gros, comment ça fonctionne? Ce sont plutôt, en fait, les entreprises qui nous contactent. Et c'est nous qui les choisissons. Donc, en fonction de leur potentiel, en fonction de leur maturité. Donc, en gros, les entreprises qui viennent nous voir ont déjà tous, en fait, une historique. C'est ça, pour les points.
Et maintenant, on regarde leur potentiel. Une fois encore, nous, on n'a pas de souci particulier avec des histoires de pas avec ou sans état financier, parce qu'on a appris, en fait, avec le temps, moi, de par ma formation, à regarder, à m'adapter. Maintenant, les entreprises, demain, lorsqu'ils viennent nous voir, on regarde avec les chefs d'entreprise quelles sont leurs problématiques qu'on peut résoudre ensemble. Et on fait essentiellement de la restructuration. Donc, il y a des financiers dans la salle, mais pour ceux qui ne sont pas financiers, la restructuration, ça veut dire quoi? C'est que vous prenez une maison très bien située au plateau, mais qui n'a pas de fenêtre, ou du moins qui n'a pas de porte, ou du moins les portes ne sont pas bien faites. Et nous, on restructure, c'est-à-dire qu'on aide, c'est-à-dire qu'on ne refait pas la fondation, mais on retape tout avec le chef d'entreprise. Et en sachant que l'année passe vite, on définit avec lui les points sur lesquels on va travailler ensemble. Et c'est comme ça, en fait, nous fonctionnons. Très bien. Alors, je me tourne vers Pape Demba Biteye, qui est directeur général de la Sénélec. Monsieur le directeur, merci. Enfin, secrétaire général, qui représente donc Monsieur Pape Demba Biteye, qui est aujourd'hui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la Sénélec s'est engagée dans une stratégie de digitalisation de ses services et par quoi ça passe? Merci. Merci d'allumer. Merci. Pour répondre à votre question, je dois dire que Sénélec est une société d'abord qui s'occupe de l'électricité au Sénégal. Nous sommes concessionnaires du service d'électricité. Nous produisons l'électricité, nous la transportons, nous la distribuons, nous la vendons. C'est toute l'électricité, c'est toute l'étendue du Sénégal. En ce sens, nous sommes le porteur du support de la digitalisation. La digitalisation, c'est de l'électricité qui supporte l'information. Donc, de notre nature même, de notre métier, nous sommes très orientés vers la digitalisation. C'est-à-dire qu'avant même le Covid, Sénélec est une des sociétés les plus connectées au Sénégal en termes de connexion informatique, utilisation des outils connectés, utilisation des applications informatiques. On avait déjà anticipé sur beaucoup d'outils de digitalisation, de virtualisation, mais la Covid nous a permis d'abord de convaincre davantage nos agents, nos personnels, nos partenaires, et de diffuser plus rapidement l'expérience de ces outils. Et pratiquement de généraliser ça très, très rapidement. Alors moi, j'ai une question qui me vient. On sait qu'il y a quand même des efforts et des progrès considérables qui ont été réalisés ces dernières années au Sénégal, avec 69% des citoyens qui ont désormais accès à l'électricité, contre 26% en 1993. Vous me corrigez si ces chiffres ne sont pas corrects. Mais la précarité énergétique, elle reste encore quand même très marquée. 55% de la population d'Afrique subsaharienne est touchée encore par cette difficulté d'accès à l'électricité. Aujourd'hui, comment est-ce que vous faites pour contrecarrer cette difficulté-là? Comment est-ce que vous faites pour la contourner? Comment la Sénélec fait pour répondre à ce défi-là et faire en sorte qu'il y ait un plus grand nombre de personnes qui puissent... Oui, ça veut dire qu'il faut comprendre que pour l'électricité comprend plusieurs phases. D'abord, pour la donner aux populations, il faut la produire. Ça, c'était peut-être le premier handicap que nos pays, et particulièrement le Sénégal, étaient confrontés dans les années 2011, qui a amené les manifestations de l'électricité. Cette question, avec l'arrivée du nouveau régime, il y a eu un plan, il y a eu des moyens qui ont été mis en place, et ça a été résolu en premier lieu. Aujourd'hui, on a mis suffisamment de puissance, une capacité 3 fois supérieure à nos besoins. On a mis un mix énergétique en diversifiant nos sources d'énergie, ce qui veut dire que le problème de la demande d'électricité a été résolu. La deuxième question, c'est le transport de cette énergie vers les populations. Ce transport se fait en deux phases. La première phase qu'on appelle le transport et la distribution, qui est le grand transport vers les villes. Cette question a été aussi résolue dans la deuxième phase du plan qui a été mise en place par le gouvernement. Okay, donc là, aujourd'hui, toutes les installations Aujourd'hui, la dernière phase, c'est l'accès, ce qu'on appelle l'accès final, le client final. Le client final qui est l'utilisateur, il faut arriver à ce que cette électricité arrive chez lui. Aujourd'hui, comme vous avez dit, au Sénégal, on est à environ 70-75% de taux d'éducation et le gouvernement a établi un programme qu'on appelle Accès universel qui fixe comme objectif la connexion de tous les clients finaux à 100% avant l'année 2025. Ça suppose l'électrification rurale, le développement des réseaux intermédiaires et la connexion de masse de toutes les populations avant 2025.
Et on est en plein dans ce programme au niveau de la Sénélec, au niveau de l'État, au niveau de tous les partenaires qui travaillent dans ce. Et on espère avant 2025 avoir un taux de raccordement de 100%. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général. Alors, je me retourne à nouveau vers vous, Amadou Bao. Depuis 2018, l'innovation est vraiment au cœur des dispositifs de la DER, notamment via la digitalisation et la dématérialisation. En quoi ces leviers de l'innovation impactent l'environnement des affaires au Sénégal et plus largement du continent africain? Et puis, Rivoala, j'aimerais bien aussi t'entendre là-dessus, parce que je pense que dans le travail que vous avez fait au niveau du guide, c'est un élément aussi qui est décisif dans la prise de décision pour investir. Merci beaucoup. Donc, vraiment, en fait, on voit les effets directement. Si je prends le doing business, par exemple, dans le cadre du redressement des classements d'attractivité, le premier niveau, c'est vraiment la création d'entreprises. Si aujourd'hui, avec le guichet unique de l'APIX, on passe de peut-être 6 jours à 24 heures, ça permet sur cette phase vraiment de gagner des points au niveau du doing business. Donc, si on continue le processus, si je prends l'exemple de la DER, donc tout à l'heure, je parlais d'immatriculation au niveau d'une plateforme. Ce qu'on est en train de faire avec la plateforme d'interconnexion, c'est que nos bénéficiaires eux-mêmes puissent s'enrôler et s'immatriculer. Donc, parce que quand vous prenez Doing Business, c'est toute la vie de l'entreprise, voir comment on peut, on va dire, alléger, avoir des incitatifs. Donc, je parlais également de faire le lien avec la DGID, avec le code d'identification fiscale, parce que pour nous également, il est important de dire à l'État, vous nous donnez 30 milliards par an, mais en termes de redevabilité, on vous amène des TPME qui étaient informels, qui deviennent formels et qui, à terme, vont contribuer à l'impôt. Il est important également de montrer à l'État que nous, en fait, c'est un package qu'on propose. Je donne l'exemple d'un partenariat avec la BNDE où même l'assurance est proposée. Donc, on donne le financement, on donne l'assurance pour permettre de préparer cet entrepreneur à intégrer l'écosystème formel. Donc, pour dire que à terme, la plateforme d'interconnexion, c'est un peu la dématérialisation du parcours du bénéficiaire. On gagne du temps et ça nous permet d'avoir toutes les données pour analyser notre écosystème. Parce que ça, c'est important pour nous. Si je donne l'exemple du nanocrédit qu'on a mis en place au mois de juin, il était important d'avoir un système de scoring qui nous permet d'appréhender rapidement la capacité d'endettement du bénéficiaire. Et ça, au départ, on n'avait pas de données. Mais vu les indicateurs socio-économiques, même des indicateurs ce qu'on appelle psychométriques, qui nous permettaient de scorer rapidement parce que la demande est très élevée. On ne peut pas traiter ça à une demande. On a besoin d'avoir des processus dématérialisés qui vont nous donner, on va dire, des indicateurs qui vont nous permettre de discriminer. Mais vous arrivez à facilement collecter la donnée. Oui. La question, c'est aussi comment est-ce que vous parvenez à vérifier les informations qui vous sont communiquées pour vous assurer que les personnes que vous accompagnez, que vous financez, derrière transmettent des informations qui sont fiables. C'est ça. Donc aujourd'hui, on a mis en place, c'est vrai, c'est pas encore, parce que comme je dis, quand vous financez 105 000 bénéficiaires, on ne peut pas se déplacer partout. Mais sur l'autonomisation, c'est vrai que le curseur est beaucoup moins élevé que sur les financements de plus de 1 million. Là, il y a des visites de terrain. On arrive aujourd'hui, on est en partenariat même avec le bureau d'information sur les crédits pour croiser toutes les informations. In fine, sur certaines demandes même, les banques arrivent à vérifier pour voir est-ce que cette personne n'avait pas un crédit ailleurs. Donc, pour dire que l'information, c'est d'avoir... l'information est le nerf de la guerre pour nous. Et après, ça nous permet, de façon itérative, de corriger nos process. Parce que même sur le remboursement, parce que nous, ce n'est pas des subventions, c'est des financements, parfois également, il peut arriver que la personne change d'adresse. Donc, il y a des défis. Aujourd'hui, le taux de remboursement est de combien, à peu près? Par exemple, sur le nano, on tourne autour de 98%, mais c'est des circuits fermés. L'exemple, c'est le marché central au poisson. Donc, il y a la caution solidaire, le taux de casse n'est pas élevé. Mais sur les autres types de crédits, on tournait autour de 60% avant la Covid. Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, avec les suspensions d'engagement depuis 9 mois, je ne sais pas le chiffre exact, mais je pense que ça va se dégrader normalement. Oui, oui. Ouais.
sur le climat des affaires et cette capacité justement à avoir des données fiables et la digitalisation qui est un élément aussi qui est fondamental, je pense, pour les entreprises. Est-ce qu'on investit plus facilement dans un pays quand on sait que toute l'infrastructure existe en termes d'énergie et de capacité à pouvoir utiliser la 5G, par exemple? Alors, nous, justement, donc, nous, justement, pour une de nos missions, c'est d'amener de la valeur ajoutée pour dynamiser, en gros, notre écosystème pour la fluidifier. Et c'est là, en fait, qu'on a rédigé ce guide. C'est-à-dire, effectivement, ce que nous, ça rejoint, en fait. C'est-à-dire, si vous voulez, nous sommes des acteurs qui nous complètent. La DER fait ce qu'elle a fait. Nous également, on fait ce que nous avons fait. Mais est-ce que les conclusions, par exemple, de ce guide des affaires, est-ce que vous avez des recommandations? Est-ce que vous rapprochez de cet écosystème pour faire justement des conseils et dire voilà ce qu'on peut optimiser? Parce qu'aujourd'hui, c'est des points sur lesquels les investisseurs sont particulièrement vigilants. Effectivement, donc nous, on a essentiellement rédigé ce guide pour nos entrepreneurs. Parce que ce qu'on a constaté, nous, même les entreprises qui font, j'ai un exemple en tête, qui faisaient 450 millions de chiffres d'affaires, donc normalement, un business model assis. Et nous, on se rend compte en fait qu'il y a beaucoup de lacunes d'information. Mais on se rend compte aussi la difficulté des informations assez complexes, ça quand même, il faut le dire, sur tous les domaines chez nous. La fiscalité chez nous, sincèrement, c'est assez compliqué. La législation du travail, la réglementation d'échange. Voilà, ouais, donc il y a pas mal d'éléments, même les chefs d'entreprise, les données macro, d'accord, pour prendre des décisions. Et nous, c'est dans ce cadre-là que nous avons édité ce guide. Dans ce guide, on l'a fixé le prix à 10 000 francs, justement, quelque chose d'accessible. Il sera numérisé, forcément. Donc là, aujourd'hui, j'en ai juste quelques-uns demain pour l'événement. Il sera disponible, accessible via la plateforme qui s'appelle Nouvelle Édition Numérique Africaine, NENA. De toute façon, je partagerai le lien. Et ça contribuerait justement, peut-être par rapport à la DER, c'est-à-dire que par la suite, nous, le next step, c'est on va voir tous les organismes d'État qui accompagnent les boîtes en disant, OK, voilà, il y a un travail qui a été fait qui, une fois encore, c'est un travail perfectible, c'est-à-dire c'est la première édition qui va s'améliorer, mais la version qu'on donne aujourd'hui, donc là, je vais employer un terme emprunté chez les start-upers, donc c'est un MVP, donc c'est voilà, c'est-à-dire que c'est un... C'est déjà une base. Voilà. Ça mérite d'exister. Qui mérite d'exister, mais qui va forcément, demain, s'améliorer. Et puis, il va falloir le mettre à jour, l'actualiser, parce que les informations vont changer. Et effectivement, parce que nous, vraiment, ce qu'on constate dans la restructuration qu'on fait au niveau des boîtes, c'est véritablement lacune d'information, en fait, du moins de nos entrepreneurs. Et peut-être, sur le mot entrepreneur, j'en profite pour qu'on puisse vraiment, en tout cas pour nous, qui signifie en fait le mot entrepreneur. Donc pour nous, en gros, entrepreneur, c'est une personne, une entreprise qui a vocation à être leader sur son marché. C'est comme ça que nous, au niveau de l'AIRDE, on définit l'entreprise. Voilà. Donc on dit finalement effectivement que ces gens-là doivent avoir accès à l'information, doivent prendre les informations et prendre des décisions. C'est dans ce cadre-là pour prendre encore des parts de marché et de mettre sur le marché. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Moussadier, monsieur le secrétaire général, alors je me tourne vers vous parce que mon petit doigt me dit que la Sénélec a lancé un chantier de digitalisation de son offre pour les particuliers, avec une application qui devrait arriver bientôt. Vous allez nous confirmer si c'est exact. Pourquoi cette digitalisation et quelles conséquences pour les métiers d'énergie? Merci. Je disais tantôt que nous sommes par essence très orientés digital parce qu'on travaille dans l'électricité. La COVID nous a entraînés à amener des solutions de digitalisation, d'automatisation, je dirais à 3 niveaux. Au niveau industriel d'abord, parce qu'il fallait travailler avec les mêmes machines, les faire fonctionner dans les mêmes conditions, tout en réduisant le nombre de personnes. Donc, il fallait avoir des mécanismes qui permettent de faire fonctionner ces machines. Donc, on a mis des outils qui permettent à distance de travailler, de surveiller ces machines. Nous avons aussi, à un deuxième niveau, mis en place des solutions digitales. C'est-à-dire, entre nous, les travailleurs, il fallait collaborer, discuter, faire les mêmes réunions qu'on faisait, faire les mêmes rapports, surveiller les résultats, surveiller la production de l'entreprise sans être obligé de nous réunir tout le temps, de faire des rapports tout le temps. Dans ce cadre, nous avons mis tout un ensemble de panoplies de solutions de collaboration digitale qui ont facilement mis en place, nous ont facilement permis de mettre le télétravail à plus de 70% de nos agents sans que ça ait changé sur la qualité de travail et de la production de Sénélec.
En dernière phase, maintenant, il fallait qu'on continue à travailler, à avoir des relations avec nos clients. Nous avons 3 millions de clients. Ces clients, il fallait qu'ils se déplacent pour payer leurs factures. Nous aussi, il fallait qu'on se déplace pour aller relever les compteurs, pour couper pour ceux qui ne sont pas. Donc, tout un ensemble de pratiques, de métiers qu'on a toujours fait en nous déplaçant. Donc, vous avez cherché à tout simplifier. Voilà. Heureusement qu'on avait déjà des embryons, en tout cas des projets, qui étaient déjà initiés pour digitaliser. Parce que nous avons initié d'abord des compteurs intelligents, des compteurs intelligents qui étaient télécommandés dans un pilote. Aujourd'hui, ce que nous avons fait, c'est décider la généralisation de ces compteurs intelligents. Et comme vous l'avez entendu, il y a un site, par exemple, au niveau de Gorée, où tous les clients sont aujourd'hui connectés à un système intelligent. Personne ne se rend là-bas. Et le client n'a même pas besoin de se déplacer pour voir son compte. Tout passe par le réseau et par le smartphone. Aujourd'hui, toutes les autres interactions avec les clients, comme le paiement et consorts, ont été digitalisées à travers des solutions sur les mobiles. On a eu des partenaires qui ont développé des solutions, des banques. Et toutes ces solutions ont permis de nous passer de déplacement physique de nos clients, en tout cas pour tout ce qui n'est pas essentiel, pour avoir le même service qu'on avait. Aussi bien sur la demande, sur les réclamations, on a véritablement développé tous les projets qui étaient en initiation au niveau de Sénélec pour que les clients puissent avoir le même service et qu'on puisse le pérenniser après la COVID, véritablement de la digitalisation à générale. Excellent. Alors, je voudrais qu'on ait aussi le temps pour prendre des questions dans la salle, dans l'auditoire. Est-ce que déjà ce qu'on est en train de dire soulève des questions, que je sache si on en a beaucoup, comme ça va me permettre de gérer un peu mieux le temps. Si vous pouvez juste lever la main, si vous avez... Donc on est bon, on peut continuer. On est bon. Il y a de plus en plus de PME et de PMI, de start-up qui sont spécialisées dans les techs aujourd'hui, qui se revendiquent être des entreprises de big data, des entreprises qui sont dans cette mouvance-là. Comment aujourd'hui se positionner et se différencier sur le marché pour développer son activité? Par exemple, sur le volet de la levée de fonds. Qu'est-ce qu'il faut qu'on garde en tête? Alors, peut-être... Alors, ce qui est bien, c'est que vous êtes deux à accompagner les entrepreneurs. Un sur le volet financier et l'autre sur la partie structuration, même si tu fais aussi de la levée de fonds, il me semble. Exactement. Donc, le deuxième service qu'on fait... Le deuxième service qu'on nous on propose donc, parmi nos panoplies, donc le service d'accélération pour les PME. Nous, on fait un service de levée de fonds, uniquement cette fois-ci pour les startups. Donc, nous, on distingue bien donc startup, on le définit bien, du moins du PME. Donc, startup, c'est vraiment une entreprise dans la technologie et au cœur de son activité. C'est ça, en fait, une startup. Donc, l'année dernière, je pense que c'était en 2019, on a levé pour une jeune startup très prometteuse sénégalaise qui s'appelle l'Africa Mobile, 300 millions de francs au niveau d'un VC local qui s'appelle Teranga Capital. Alors, sur l'écosystème de tech, par exemple, au Sénégal, c'est réputé être l'écosystème le plus avancé. Il n'y a quasiment pas, en fait, tout ce qui est data pour le moment. Il n'y a quasiment pas. Peut-être, justement, en se rapprochant justement du Sénélec, en développant des programmes d'accélération, justement pour voir. Mais l'écosystème de start-up au Sénégal, c'est qu'au départ, d'abord, davantage, c'était des web agencies. D'accord? C'était une agence digitale, mais ce n'est pas ça, en fait, une vraie start-up. Donc, aujourd'hui, clairement, tout ce qui est data n'est pas encore bien. En fait, c'est juste à l'état embryonnaire. Et même embryonnaire, je pense que je m'avance un peu plus. En fait, il n'y en a quasiment pas. Pourquoi? Tout simplement parce que il faut déjà que les gens collectent des data. Il n'y a personne qui collecte des data, en gros. C'est-à-dire que les entreprises, les seules structures qui collectent vraiment les data ici, c'est les telcos. D'accord? Et quelques vraiment... Et ça, c'est un constat à l'échelle continentale ou bien il y a des pays quand même qui arrivent à tirer leur épingle du jeu sur le continent? Là, je me base sur le Sénégal, le pays que je vis depuis maintenant quelques années, et même en Afrique de l'Ouest. Les pays anglophones, forcément, le Nigeria, l'Afrique du Sud, Kenya, ça, ils sont un peu plus en avance, et même le Ghana. Mais dans nos pays francophones, pour qu'il y ait big data, il faut déjà qu'il y ait des data. Les data, d'ailleurs, il faut les collecter. Ensuite, il faut les analyser. Mais est-ce que ce n'est pas aux structures, justement, de créer des plateformes qui permettent de plus facilement collecter ces informations-là? Alors,
je veux corriger rapidement ce que je viens de dire. Il y a une structure qui fait du très, très, très bon travail quand même si on ne nous entend pas trop parler, qui s'appelle l'ANSD au Sénégal. On utilise beaucoup, en fait, leurs données. L'Agence nationale de la statistique du Sénégal. Ils font ce qu'ils peuvent. Il y a des choses qui sont disponibles là-bas. Et l'autre structure également, c'est la DPEE, Direction de la prévision des études économiques. Ils ont également les données. Donc, nous, par exemple, dans nos services, les services qu'on essaie de développer pour, donc là, on est en train de tester, l'année prochaine pour nos PME, c'est de ce qu'on appelle en fait les data-driven, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, au marketing, comment collecter les données pour qu'on puisse en fait anticiper les décisions. Par exemple, ça, c'est quelque chose. Donc là, on a recruté, on travaille avec un brillantissime jeune Sénégalais, Polytech Paris, donc qui nous aide justement à mieux comprendre ce genre de choses. Et justement, tout l'enjeu pour nous, en gros, si vous voulez, c'est les PME, c'est comment il faudrait les conseiller. Je vais juste en fait paraphraser, comme Mazars ou comme EY, Conseil Total. Nous, on aimerait apporter à ces moyennes entreprises surtout le même niveau de conseil en termes de structuration, en termes de sophistication, en termes de tout ce que vous voulez, justement, afin que ces entreprises en fait puissent s'épanouir. Parce que nous, ce qu'on a constaté, c'est en fait, c'est comme un bébé. C'est quand le bébé, en fait, il est jeune, qu'il a besoin de plus l'attention de sa maman. Et de la même manière, demain, pour nos moyennes entreprises. C'est à ce niveau-là, en gros, que ces moyennes entreprises-là ont justement plus de besoin des conseils les plus sophistiqués, avec des personnes les plus compétentes. Mais le problème, ce qu'on constate, c'est que forcément, ça a un coût. C'est-à-dire que moi, je suis une moyenne entreprise, je fais, je sais pas, 120 millions de chiffre d'affaires. Clairement, je ne suis pas encore au commissaire au compte. Je n'ai pas les moyens de faire appel à EY ou Mazars ou McKinsey ou Social People. Oui, clairement. Alors moi, j'ai une dernière question avant qu'on passe aux réactions et questions de la salle. Le Covid, on est en train de traverser cette période de pandémie. Ça a forcément un impact aujourd'hui sur les entreprises que vous accompagnez au quotidien. Ça a aussi probablement un impact sur le secteur de l'énergie. Est-ce que vous pourriez nous dire en un mot en quoi ça impacte le secteur de l'énergie pour vous, monsieur le secrétaire général, et les entreprises, et comment est-ce que vous comptez contourner ça? Voilà. Et ensuite, on va passer aux questions de la salle. Oui, pour nous, bon, je peux dire que l'impact, c'est d'abord l'impact de nos clients, parce que ça a un impact, les clients industriels, les clients domestiques sont impactés, ça baisse un peu la consommation, le chiffre d'affaires, ça c'est indirectement que ça nous impacte. Mais au niveau industriel, sur notre métier, comme j'ai dit tantôt, non seulement nous nous sommes organisés, nous nous sommes adaptés, les différentes couches métiers de Senelec s'exercent de façon assez correcte et assez satisfaisante, même pendant les moments les plus durs de Covid à cause des solutions, en tout cas de digitalisation qu'on a mises en place. Vous avez observé une augmentation de la consommation d'énergie? On l'a observé, non, pas observé, disons que pendant la période où où la population était confinée, il y avait le couvre-feu. Ah pardon, mais je demandais, est-ce que justement pendant cette période de Covid, vous avez constaté une augmentation de la consommation d'énergie? C'est presque là. On n'a pas atteint le niveau de prévision de croissance qu'on avait, mais on n'a pas eu une baisse qu'on aurait pu attendre parce que simplement on pense qu'il y a un phénomène. C'est bizarre, mais on a presque une constante dans l'évolution de consommation. D'accord. Voilà. Globalement, pour tenir entre le début et la fin, si on fait le bilan, c'est presque la même chose. D'accord. Okay. Mais côté Senelec, en tout cas, si ce n'est pas des difficultés des clients à payer, des difficultés des sociétés Et là, vous vous êtes rendu plus flexible ou Oui, on est obligé. Ils demandent des moratoires, on est obligé de faire des moratoires parce qu'ils n'ont pas les moyens. Nous aussi, on a des difficultés parce qu'on a des engagements avec nos partenaires. On est obligé, comme l'a dit tantôt dans le panel passé, on a demandé des reports d'échéance, des reports de l'ensemble. Donc, ça impacte toutes les sociétés. Nous aussi, financièrement, on a été impactés aussi bien dans les rentrées de devises, dans les rentrées des fonds, que dans le paiement de nos obligations par rapport à nos partenaires. Mais en tout cas, par rapport à la réaction que nous avons eue, nous sommes adaptés. Heureusement que nous avons nous avions des couches de solutions que nous avons rapidement déployées, qui nous a permis d'atténuer l'effet, en tout cas par rapport à notre métier et à notre résilience par rapport à cette pandémie. Très bien. Donc, sur l'impact. Oui, donc en fait, la démarche qu'on a adoptée a été la suivante. On a fait une enquête dès le mois d'avril auprès de nos bénéficiaires. Donc, on a vu que par rapport aux différents secteurs, les effets étaient un peu différents. Donc, les mesures également qui ont été prises vraiment ont été ciblées par rapport à chaque secteur. Si je prends l'économie numérique,
on a appuyé des startups qui étaient dans la distribution, dans la digitalisation des plateformes. Donc, on a mis en place également des pré-Covid. On a beaucoup, en fait, le niveau de financement qu'on a eu en période Covid dépasse largement les 2 autres années. Donc, en 2020, plus de 24 milliards ont été octroyés par l'ADER. Et vraiment, c'est, on va dire, je ne vais pas dire grâce au Covid, mais tout ce financement, c'était des mesures d'atténuation, donc appui aux tailleurs, par les artisans pour la confection de masques. Donc, vraiment, le dispositif a été mis en branle pour répondre rapidement aux besoins de ces entrepreneurs. Parce qu'en fait, l'idée, c'était vraiment de réagir rapidement, au-delà des mesures, on va dire, d'ordre réglementaire. Nous, bon, c'était un appel même du président de la République d'agir rapidement sur l'agriculture, l'ANACAR, l'ONU. En mettant à disposition des fonds d'urgence. Pour carrément sauver la campagne, parce qu'il y avait ce besoin-là. Donc, on a accompagné beaucoup de startups qui sont dans la distribution. Là, on va même être en partenariat et parler de InTouch. Parce que l'idée, c'est que toutes les startups qui sont accompagnées, on travaille avec eux. Il y a même des produits comme la prise de participation au niveau de ces startups. Donc, il n'y a eu pas non plus de produits qui est proposé à ces startups-là. Très bien, excellent. Merci beaucoup. Ribou, là. Alors, juste peut-être 30 secondes. Je voudrais en fait vous dire, monsieur le SG, vous féliciter en fait le Sénégal, parce que quand je suis arrivé en 2012 au Sénégal, avec le délestage, c'est quelque chose en fait effectivement pour nous en tant qu'entrepreneurs, aujourd'hui, c'est bon, on voyage, hein, mais voilà, on râle un peu parce qu'il y a une heure par là, mais franchement, sur ce coup, le Sénégal a fait vraiment un boulot magnifique. On en a plus. Le prix, on parlera après. On va faire étape par étape. Donc, le délestage, non, mais c'est important. C'est-à-dire que si vous êtes développeur, il n'y a pas de courant, mais vous allez développer comment? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, d'abord, c'est ça aussi, en fait. C'est-à-dire que le développement de nos pays, c'est ça. C'est-à-dire que les choses fondamentales, et là, quand même, là-dessus, c'est bravo. Et ensuite, je m'adresse à Madou. Ce qu'il dit, c'est vrai que la DER, ça aussi, il faut qu'on se dise des choses. Il y a beaucoup de choses qui sont sur la DER, et oui, ceci, cela. Ce qu'il dit, nous, on l'a vécu. On a eu beaucoup d'entreprises cette année qui ont reçu effectivement le financement de la terre et qui, grâce à ce financement, n'auraient pas pu vivre, tout simplement. Ça aussi, quand même, tu transmettras finalement. Donc, mes félicitations à l'ensemble de l'équipe, parce que ça, c'est du concret. Après, on peut toujours, à la marge, dire oui, il y a des choses à améliorer. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est du concret. Et bien, maintenant, pour répondre à ta question, Sénabo, effectivement, on était en première ligne. C'était un truc de malade. On a eu l'année dernière, il y a eu un appel d'offres qu'on a gagné. On devait accompagner en fait une centaine de PME. Cette année, dont la DER en fait est un des partenaires. Et on en a constitué, je pense, une soixantaine de cohortes au mois de février, juste avant le Covid. Et il fallait maintenir en vie les 60 boîtes. Il fallait maintenir. Vous avez fait comment? Alors, ouf. C'était là en fait le modèle vraiment grandeur nature de notre modèle de structuration. Donc l'instrument qu'on a vraiment privilégié, tous les financiers le savent, mais nous on a vraiment allé plus loin, c'est le prévisionnel de trésor. C'est-à-dire qu'on a vraiment piloté toutes les boîtes via leur cash flow. Et sur les 60, sincèrement, on en a maintenu en vie 45, 46. Sincèrement. Et même d'autres même se sont relancés, même d'autres même ont trouvé le business model. Ça, c'est ceux qu'on a accompagnés. Mais forcément, on a posé aussi la question aux 18 boîtes qu'on accélérait, où est-ce qu'ils en sont. D'autres, effectivement, c'est très compliqué. Donc, voilà. Donc, par rapport à notre méthode aussi, donc, on se remet en question avec l'ensemble de l'équipe. Comment on fait, en fait, parce qu'une fois encore, c'est un métier de longue haleine, répétitif, ouais, c'est-à-dire que je pense que véritablement, aujourd'hui, c'est la toute première fois, ces 5 dernières années, où on prend la parole devant, publiquement, dans un événement. Je pense que nous sommes les moins connus, loin de la place, contrairement aux autres, c'est très bien. Mais vous êtes là, vous faites du bon boulot. Là, tout simplement parce que c'est très difficile. Et voilà, c'est-à-dire qu'on peut dire, waouh, génial, on a levé de fonds, 300 millions pour telle start-up. En fait, dans 6 mois, la start-up disparaît. C'est pas trop la peine. Voilà. Donc, ceux qu'on a accélérés, donc on espère quand même avoir fait du bon boulot pour ceux qui se maintiennent. Il vous a fallu vous adapter aussi avec cette période-là, parce que les besoins ont évolué. Alors on va prendre des questions, j'en ai vu une devant. Si on peut avoir quelqu'un, une hôtesse, pour faire passer le micro, s'il vous plaît. Merci. Si vous pouvez
pouvez vous présenter avant de poser votre question? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Merci beaucoup. Et félicitations à ce panel et ce débat riche. Je suis Maria-Pendo Camara. J'ai plusieurs casquettes, mais je vais choisir celle qui est la plus pertinente pour le panel. Donc, je suis spécialiste en influence. Je travaille pour les Nations Unies, ancienne chargée de communication pour l'ONU-FAM. Et aussi qui a développé une plateforme qui s'appelle Madame Digital. Je connais bien M. Ivo, je l'ai connu à ses débuts de la RDE. Et donc, je le félicite, je l'encourage aussi pour tout ce qu'il fait. Mais je vais mettre le pied dans le plat parce que on est là pour se dire les choses. Allez-y. Exactement. Je vois beaucoup de félicitations et tout ça. Et moi, j'ai quelques questions. Puisque je travaille sur la sous-région, je travaille avec la Banque centrale de la République de Guinée. J'ai organisé une plateforme qui s'appelle Diafi, le dialogue, c'est le premier du genre en Guinée, vraiment une dimension très intéressante. Et donc, lorsque j'entends les politiques, les programmes et les acteurs dire bon voilà, on est en train d'aller dans le bon sens, je dis on est très en deçà et on présente une illusion, parce que je suis aussi dans la communication. Alors ce qu'on voit, c'est qu'on parle, il a très bien fait de dire qu'il reste, c'est vrai, il est un peu discret, mais quand il dit que oui, nous sommes là et que vous avez défini les startups, vous avez votre définition qui est celle de la RDE, je m'inscris en faux. On ne parle pas assez souvent des femmes, et moi c'est ça ce que je veux dire. 70% du secteur informel, et on le sait, les PME, les petites PME, qui ne sont même pas dans les toutes petites micro-entreprises dont vous parlez, qui sont formalisées, sont représentées par des femmes. Elles ne sont pas dans l'orbite. Partout dans la sous-région, très difficilement, et elles ne répondent pas aux critères de technologie, de transformation technologique. Parce qu'aujourd'hui, nous devons réfléchir sur nos propres définitions. Je suis désolée, quand on nous dit que start-up, ça veut dire qu'il faut être dans la technologie. J'ai créé la plateforme Madame Digital pour révolutionner cette définition, pour dire qu'on peut être digital sans forcément être une codeuse, sans forcément être dans la technologie. Les femmes, aujourd'hui, elles sont les meilleures en termes d'épargne. Vous n'avez pas cité Ma Tantine, qui est une ONG innovante du genre, qui utilise le système de tantine qui est révolutionnaire, que les femmes africaines ont créé depuis très longtemps et qui marche à taux d'intérêt 0%. On n'en parle pas assez. Les femmes africaines ont développé elles essaient de compétir contre les Nestlé, les Danone, elles se débrouillent, il y a la marque elles transforment, elles sont les premières dans le secteur agricole dont on parle, on a parlé dans le premier panel. Je trouve que ceux qui sont à la pointe de ces écosystèmes, qui pour moi sont très en demande. L'Afrique francophone, dans la levée de fonds à l'échelle continentale, est très loin derrière les autres. Il faut qu'on se dise la vérité aussi. Qu'on propose des écosystèmes comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, comme des écosystèmes en avance. C'est pas faux quand on compare, je viens de la Guinée, donc je peux très bien vous dire que oui, vous êtes présent. Vous avez parlé de la Sénélec, vous avez parlé du courant en Guinée, on a des problèmes d'électricité, et on a d'autres problèmes d'ailleurs aussi, politiques directes, mais il n'empêche que le point reste le même. L'Afrique francophone est à des chiffres très faibles en termes de levée de fonds sur les grosses startups. Et on le sait, il faut dire ce qui ne va pas. Et moi, ce que j'allais conclure, dire ce qui ne va pas dans nos écosystèmes, c'est que c'est un groupuscule d'entités qui se réservent le droit de voir. Moi, j'allais poser la question à ADR. Moi, je voudrais savoir la transparence dans les critères d'identification. Dans les autres pays, lors de la Covid, c'est très clair. Vous allez sur un site internet, vous allez tout le monde. Et nous, on ne sait pas, et je représente ce groupe de femmes, je travaille avec l'Union des femmes chefs d'entreprise, Nicole Gatou, etc. Je sais que vous venez de faire un partenariat. Donc je vous suis. Mais je trouve que ce n'est pas assez. Donc on ne se félicite pas. Vous êtes dans la bonne lancée, mais ne vous félicitez pas. Il faut aller plus loin. Et dernièrement, pour la Sénélec, je veux dire, vous avez dit félicitations encore. Comme je l'ai dit, je le dis très humblement, je viens dans le pays, je suis mariée au Sénégal, je suis Madame Diop, etc. Mais écoute, le fait que pendant la Covid, il y a eu quand même des coupures d'Internet, des coupures intempestives, les gens ils viennent, les petits jeunes qui viennent chez vous, vous n'avez pas payé votre facture, etc., et qui vous coupent de façon, en vous menaçant de payer, alors que c'était une période où il n'y avait pas encore eu d'appui aux ménages ou au Covid, et je parle de tout secteur, toute classe confondue. Moi, je pense qu'il faut quand même réfléchir sur l'aide à la solidarité et comment aider les ménages pendant cette période, parce que l'argent rentre difficile. Merci beaucoup. Alors, on a bien noté la question. Je crois que plus que l'identification, c'est quels sont les critères d'attribution de ces fonds. Je propose qu'on prenne d'abord toutes les questions et notez, vous allez naturellement réagir rapidement.
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Eh bien, on répond. Donc, je vais commencer par rappeler en fait la dénomination exacte de la DER, Délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Et à chaque fois, le président nous rappelle des femmes et des jeunes. C'est pour ça, nous, en fait, on a des indicateurs de performance. 75% de nos bénéficiaires sont des femmes. Et pour les critères, il n'y a pas de limite d'âge. Alors, ce qu'elle dit, c'est quelles femmes? Oui, oui, oui. C'est ça. Oui. Donc, pour celles qui ne sont pas du tout formalisées, qui sont des toutes petites entreprises. Oui, je vais en venir. Donc, je disais, pour les hommes, le maximum, c'est 40 ans, mais pour les femmes, il n'y a pas de limite d'âge. Donc, pour dire que nous, on va être évalués vraiment sur l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Donc, pour les critères, c'est par rapport au secteur prioritaire du PSE. C'est vrai que je reviens toujours au PSE pour dire que ça entre dans le cadre de la politique de développement économique du Donc pays. c'est en priorité les secteurs les plus stratégiques pour le pays. Tout ce qui est agriculture, tout ce qui est élevage, pêche, services, donc les secteurs prioritaires qui ont été définis. Donc quand vous êtes, notre objectif, c'est pas simplement les projets bancables. On a le devoir d'accompagner toutes les initiatives. Donc même si le projet n'est pas bancable, on travaille avec d'autres institutions de l'administration, mais pas seulement, même du secteur privé pour nous accompagner. Parce que comme je le disais tantôt, on a reçu plus de 500 000 demandes pour une enveloppe de 350 milliards. En termes de budget, c'est 30 milliards par an, mais vous savez qu'on ne mobilise pas chaque année 30 milliards. Heureusement, depuis 2 ans, parce que l'ADER a 2 ans, les bailleurs nous ont fait confiance. Donc avec la BAD, l'AFD, Fondation Gates, on a reçu plus de 74 milliards. Maintenant, le principe, c'est premier arrivé, premier servi. On ne peut pas servir tout le monde. On développe des partenariats même avec des banques en termes de cofinancement. Je donnais tout à l'heure l'exemple de la BNDE, où dans le cadre de l'ANECAP, on n'avait pas l'enveloppe de 6,7 milliards, mais on amène de la garantie et puis la BNDE finance. On fait du cofinancement et puis, bon, on a un effet de levier. Mais pour dire que si vous êtes dans les secteurs prioritaires, si vous avez un business, bon, pas forcément même un business plan, la Terre peut vous accompagner avec ses partenaires. Notre cœur de métier, c'est vrai qu'on nous parle de guichet unique pour le refinancement, mais le besoin d'accompagnement technique est primordial. On fait pas tout, mais s'il y a une entité de l'État ou du secteur privé qui fait la chose mieux que nous, on s'associe avec eux. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je parle beaucoup d'écosystème qu'on est en train de bâtir. Même aujourd'hui au Sénégal, le débat tourne beaucoup autour des synergies entre les structures d'encadrement des PME. Oui, plus de cohérence. C'est ça, parce qu'il y a même, parce qu'il ne faut pas se voiler la face également, il y a beaucoup de bénéficiaires qui ont développé des capacités à capter tous les fonds de l'État. Le même bénéficiaire, tu vas le voir partout. Donc c'est pour ça qu'on a entrepris. Vous centralisez l'information? C'est le projet là dont je parlais tout à l'heure, la plateforme d'interconnexion. Donc s'il y a un besoin de financement, l'ADER, c'est le guichet unique. S'il y a un besoin de formation, il y a le 3FPT, l'ADPME. Et puis, au finish, ce bénéficiaire-là, il est servi par rapport à la palette de produits qui est définie. C'est un objectif, comme je disais, on est là depuis 2 ans. Il y a certaines briques qui ont été déjà mises en place avec la NSD, les tribunaux de commerce pour commencer. Sur tout le parcours, on va embarquer les administrations. C'est vrai qu'il y en a qui développent l'appétit beaucoup plus rapidement comme la DGID parce qu'ils ont le plan Yatal. Eux, ils voient la chose venir. 105 000 bénéficiaires, s'ils arrivent à capter tant de pourcents, c'est déjà une bonne chose pour eux. Donc sur cette plateforme-là, on va embarquer les autres administrations. On parle de la Caisse de sécurité sociale, on parle de CMU pour donner à nos bénéficiaires un package. Pas uniquement le financement, parce que ce bénéficiaire-là, s'il est malade, peut-être va prendre de notre financement pour se soigner. Donc, on va dire avec la CMU, il va se soigner. Il a la possibilité d'être pris en charge. Avec la Caisse de sécurité sociale également en cas d'accident. Donc, c'est vraiment à terme proposer un package, un régime simplifié pour ces petits contribuables. Mais pour dire que globalement, c'est les secteurs prioritaires du PSE, et vraiment dans l'agriculture, pratiquement 35%, ça a été dans l'agriculture, pêche 13%, mais c'est l'agriculture au grand A vraiment qui est le plus financé au niveau de l'ADER. Très bien. Alors, je pense qu'on a sur l'autre. Oui. Rapidement, je crois que les gens ont faim. Vous avez faim. Rapidement. Donc, je voudrais d'abord saluer Maria, très chère Maria, que tu parles. Ça
fait longtemps. Elle fait partie des questions. Donc, je salue Onel, en fait. C'est vraiment son combat, l'histoire de femme. L'histoire de femme. Voilà, je sais. Pourquoi est-ce qu'on dissocie toujours? C'est incroyable. Hein, Mariam, il va falloir qu'on s'insurge. Non, il n'y a pas des histoires de femmes, il y a des entrepreneurs. Toi aussi, tu es dedans. En tout cas, les femmes ont de la chance d'avoir une forme de porte-parole. Bien. Maintenant, demande-moi, Mariam, dans tous les programmes d'accélération qu'on a, l'année dernière, les associés sont là. Quel est le pourcentage de femmes que nous avons, sans dire au début du programme que nous allons faire uniquement pour des femmes? Plus de 70% sont des femmes. Est-ce que tu comprends ou pas? C'est-à-dire que ça, c'est le débat que toi et moi, nous avons eu dès le début. On a des débats sérieux. Oui, des débats très sérieux. Là où je te suis, c'est que tu as raison. Cette histoire d'accompagnement, ça ne devrait pas être comme une secte, en fait, appartenant à des personnes. Mais là où je te nuance aussi, c'est que ça constitue un métier. C'est-à-dire que ces dernières années, tout le monde accompagne. C'est-à-dire que, par exemple, ça c'est le mot, donc là, entre nous au Sénégal, quand vous posez les questions à quelqu'un, tout le monde accompagne. Moi, j'accompagne. Vous faites quoi exactement? Ouais, là, on accompagne. Alors, Rivo, voilà, juste, pour pas... Le débat n'est pas sénégalo-centré. On a quand même des acteurs importants qui sont avec nous dans la salle. Je pense à Didier Akwete. Didier, je suis désolée, je te perturbe. Mais je voudrais que tu nous partages aussi un petit peu l'expérience que tu as au niveau de SMI Forum, parce que ça, c'est des problématiques qui reviennent beaucoup auprès des entreprises que vous accompagnez. Et on voudrait quand même savoir comment ça se passe chez vous. Et je vais venir après rapidement à Stan, parce que je voudrais que tu nous parles du cas de la Côte d'Ivoire et on va terminer la session, si vous voulez bien. Je voudrais qu'on élargisse un peu la discussion. Et il y a une question. Très bien. Juste après, on prend votre question. Merci à vous. Merci, c'est Nabou. Comme tout le monde a faim, je vais être très bref. Donc, je crois que ce qu'ils ont dit résume bien la problématique. Ce n'est pas juste une problématique financière, c'est tout l'accompagnement que tu fais qui est extrêmement pertinent. On a lancé il y a 7 ans un programme de développement de PME et un forum qui a lieu chaque année. Et c'est vrai que tous les services non financiers, finalement, sont extrêmement importants. Et c'est sur ça qu'on ne met pas assez l'accent et surtout la durée. Des programmes d'accélération, effectivement, on peut faire des programmes en 2 mois, mais on se rend compte que c'est sur 12 à 18 mois qu'on voit vraiment les transformations des PME. Et d'autres expériences qu'on a pu faire au Bénin ou au Rwanda, c'est vraiment les services non financiers qui sont extrêmement importants aujourd'hui sur lesquels il faut miser. Et pour finir, évidemment, on part sur la question de financement. C'est que la question du financement, on la voit toujours du côté bancaire. Or, on voit bien que ce soit les startups, que ce soit les PME, la panoplie d'instruments financiers, c'est ça qui fait défaut dans l'environnement. Et ceux qui étaient là ce matin ont suivi le débat avec la Badea ou Lionel. C'est qu'en réalité, la banque reste vraiment, quand vous regardez la chaîne entre guillemets d'accompagnement au niveau financier, la banque arrive vraiment à la fin. La banque, quand vous y allez, vous avez des états financiers, elle a des ratios de solvabilité, de risque qui ne correspondent pas généralement à la réalité des PME. Et donc tout ce qui est capital à risque, tout ce qui est ce qu'on appelle friends and family, tout ça vraiment c'est dans l'écosystème qui est très en amont. Et donc ce sont ces instruments qu'il faudrait qu'on accompagne en matière de création pour soutenir davantage les PME et les startups. Merci. C'était quoi? Juste rapidement sur la Côte d'Ivoire, je voulais qu'on mette ce qu'on est en train de dire là avec ces 2 exemples qui donnent un petit peu l'impulsion au niveau du Sénégal. Je voudrais juste que tu nous partages rapidement comment ça se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Pour les PME? Oui. En réalité, on a eu à travailler sur un programme avec la BAC qu'on appelle le programme Champion. On a eu à travailler sur un programme qu'on appelle le programme Champion, donc avec la BAC. On a fait la notation financière de 15 PME. L'objectif en réalité, c'était de voir et qu'on expliquait bien aux PME que le problème du financement peut se résoudre par la PME elle-même. Toutes les structures d'accompagnement qui existent, c'est intéressant, mais le problème du financement peut se résoudre par la PME. L'exercice était de montrer à la PME qu'en réalité, si elle est bien structurée, si elle est bien organisée, si elle a une bonne gouvernance, et si on propose un produit intéressant pour son marché, parce que l'objectif de la création d'entreprise, ce n'est pas pour emprunter.
L'objectif, c'est d'avoir des marchés. Donc évidemment, si elle arrive à se structurer de sorte à ce qu'elle soit attractive pour des partenaires, pour une banque et pour des clients, évidemment, elle va résoudre son problème de financement. Le problème de financement, comme Didier l'a dit, ne devrait pas être chez les autres. Et donc, quand on a posé la première question avant de commencer, quel est votre problème essentiel, ils ont tous dit le financement. On a dit OK, on a fait la notation. À la fin de la notation, quand on a restitué, on leur a demandé, vous pensez toujours que votre problème essentiel c'est le financement? Ils ont dit non, la gouvernance et la structuration et ce qu'on propose. Donc je crois que dans cette logique de financement des PME, il est important de se rappeler que même quand on a des banques ou des institutions financières, il faut qu'on se rappelle que ces structures sont des structures qui font du business. Ça veut dire qu'elles investissent pour avoir des bénéfices. Elles ne sont pas dans une logique de solidarité, sauf les structures d'accompagnement comme l'État. Donc les PME doivent comprendre que le financement doit être mérité. Et c'est une bonne logique d'ailleurs, parce que ça leur permet justement de mettre en place des structures qui vont se développer. Et si vous commencez à penser que ce sont les autres qui vont venir développer une initiative que vous avez vous-même, forcément ça pose problème. Donc ce projet-là a bien montré à ces PME, et d'ailleurs c'est un projet qu'on est en train d'essayer de multiplier, montrer aux PME que l'objectif c'est d'être structuré, suffisamment structuré, pour être suffisamment attractif, pour que ça facilite l'accès au financement. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'accéder au financement, mais il faut accéder au financement dans de bonnes conditions. Et quand on est prêt Absolument. À pouvoir bien les gérer. Merci à toi. Merci beaucoup. On prend rapidement la dernière question et on va clôturer cette session de... Ah ben, il y a des... C'est bien. Il fallait ouvrir le micro à la salle. Alors, rapidement, vous pouvez vous présenter, donner votre nom et le nom de votre structure. Vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît? Merci. C'est Fatima Tidiane de la Banque nationale de développement pour le Sénégal, BNDE. Je vous remercie pour votre présentation. Et je voulais juste parler en fait de la data. Je pense que c'est l'élément central de la discussion de ce panel. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est ce qui manque le plus souvent. On entend beaucoup d'informations. Qui sont les PME? Vous pouvez juste rapprocher un petit peu le micro. Qui sont les PME au Sénégal? En fait, c'est l'information souvent qui manque. Pour pouvoir mettre en place des actions pour aider en tout cas les PME ou les TPE à s'améliorer. Et aujourd'hui, la question que je voulais poser à Adèle, mais également à monsieur, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée en fait sur le nombre d'entreprises qui ont été accompagnées durant la pandémie et quels sont les résultats en fait de cet accompagnement? Et jusqu'où vous accompagnez? Est-ce que vous accompagnez juste pour le financement? Parce que d'habitude, on peut avoir le nombre d'entreprises qui ont demandé le financement, le nombre d'entreprises qui ont été financées, mais après, il y a une déperdition de l'information. Et c'est sur le terrain, justement, qu'on a l'information sur les résultats même de cet accompagnement. Et c'est ça, à mon avis, qui fait souvent le défaut. Et c'est important d'accompagner non seulement au financement, pendant le financement, mais justement après, évaluer les résultats de ce financement-là pour voir qui sont les champions, finalement, de ces entreprises. Merci beaucoup. Alors, il y avait une autre question. Ici, on va vous amener le micro. Bonjour, monsieur et madame. Enfin, mesdames, messieurs. Je suis Pacom Zahabi, représentant l'Afrique subsaharienne du fonds de Private Equity Méditerranée Capital Partners. Je vois sur la liste des sponsors de cet événement, je vois le groupe Cofina, qui est notre premier actif en Afrique subsaharienne. Et donc, sur la question tout à l'heure du financement des PME, et spécialement de l'encouragement du leadership féminin, je dirais tout simplement qu'en un peu plus de 5 ans d'opération, Cofina a réussi à se positionner sur 9 pays, aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale, avec une distribution de crédits qui dépasse le milliard d'euros, c'est-à-dire plus de 650 milliards de francs CFA ont été distribués aux PME. Ce n'est pas juste la théorie, c'est la pratique vérifiable. Et ce qu'il faut noter, c'est que dans ce portefeuille de crédit, il y a environ 60%
qui sont des PME qui accédaient au crédit pour la première fois. Donc quand on parle d'impact sur la question du financement des PME, vous avez le privilège d'avoir dans notre zone un acteur qui ne se contente pas d'en parler, mais qui le vit et qui en a fait son ADN. Lorsqu'on vient maintenant sur la question spécifique du genre, évidemment, quand on dit genre, c'est toujours le genre féminin, parce qu'on ne parle jamais de questions relatives aux hommes. C'est un petit pied de nez à nos amis féministes. Quand on vient sur la question du genre, Cofina a fait un investissement, une acquisition il y a un peu plus de 2 ans, de microfinance, pour la dédier exclusivement au soutien de l'entrepreneuriat féminin. C'est-à-dire aussi bien les entreprises dirigées par les femmes que des entreprises possédées par les femmes que des entreprises dirigées par des femmes. La filiale s'appelle Finet. Donc c'est un investissement qui montre à quel point, au-delà de la question pure des PME, la problématique de l'empowerment des femmes est quelque chose qui est une priorité pour cette institution et donc pour le fonds que nous représentons et qui est actionnaire dans Cofina. Donc je tenais à le dire, il y a des petites initiatives qui ne font pas de bruit, mais c'est du concret. Oui, mais il faut que vous fassiez du bruit pour que d'autres femmes puissent bénéficier de ce que vous pouvez leur proposer. Je vais vous dire, le bruit, il vient des performances des sociétés que nous accompagnons. Et ce bruit, il se fait sentir. Maintenant, qu'on ne sache pas que c'est nous, c'est autre chose. On peut bien passer. Ah, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui aimeraient aussi pouvoir. Dans cette salle parfaitement inaperçue, mais ce que nous voulons, c'est que ce que nous exécutons soit senti par la population. Et que ça ait un impact. C'est ce qui se passe. Merci. Merci à vous. Alors, on va rapidement répondre à la question qui a été posée tout à l'heure. Vous aviez une question, madame? Ah, voilà. Allez-y. Excusez-moi, hein, je prends un peu... Non, je vous en prie. Juste présentez-vous et si vous voulez bien vous leviez. Merci à vous pour que... Je m'appelle Kumba Didiao. Je suis aussi ici pour 2 casquettes, pour venir vraiment à l'encontre de ma... Pour venir à l'encontre de ma consœur, chers collègues, je suis de la FAO, expert en système alimentaire durable, mais je suis aussi ici en tant que CEO d'une organisation qui vraiment développe l'agrobusiness. Voilà. Et justement, ça a été une impulsion avec, en tant qu'actrice de développement dans le secteur de l'agriculture avec Jean Carré. Non seulement au niveau du Sénégal, mais au niveau de l'Afrique. Le contexte peut être vraiment un contexte qu'on peut vraiment dire global au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et moi, personnellement, mon point de vue, en tant qu'actrice de développement qui a vécu ces situations et toujours en partenariat et en synergie avec messieurs, les acteurs au niveau du secteur, des cas de bonnes pratiques existent. Et je suis d'accord. Et ces cas de bonnes pratiques n'ont pas fait tache d'huile au niveau du secteur. Et je pense que la majeure partie d'entre nous est d'accord sur le principe. Le problème, fondamentalement, est d'aller toucher du doigt à cette différence entre le secteur formel et l'informel. C'est-à-dire le formel et l'informel. Toutes ces bonnes dames qui travaillent au niveau du secteur informellement, mais qui produisent énormément dans le secteur privé, au niveau pour l'amélioration des moyens d'existence, pour booster l'économie des petites localités, existent. Elles ont juste besoin d'être des professionnels. Parce qu'elles sont dans plusieurs secteurs. Hein. Les femmes qui transforment, je prends l'exemple des femmes qui transforment nos produits locaux, elles ne sont pas seulement dans le secteur de la transformation, elles sont dans l'éducation des enfants, elles sont au niveau du secteur de la santé, elles sont. Et c'est elles qui boostent toute l'économie au niveau des localités. Donc, elles ont juste besoin d'être professionnelles. Et croyez-moi, elles sont en mesure d'utiliser les nouvelles technologies. Absolument. Elles les utilisent déjà. Elles les utilisent déjà. Donc, elles ont juste besoin d'être concentrées comme de véritables professionnels pour pousser l'économie locale et être de véritables professionnels au niveau du secteur privé. Merci. Merci beaucoup. Alors, il me reste à vous remercier. Je me tourne vers les organisateurs pour savoir si on peut clôturer cette session. Parfait. Merci. Il me reste à remercier nos panélistes pour...
sur... Oui. Effectivement, on vous a pas sur la partie rapidement. Oui, donc pour dire que vraiment, nous, on croit beaucoup à la capitalisation. En fait, vous y aviez déjà répondu dans votre propos, vous avez expliqué oui, le nombre de c'est personnes. pour ça que je donnais l'exemple de la COVID. On a commencé par faire une enquête pour avoir une situation de référence, pour après tous les 6 mois évaluer. Parce qu'ils se sont engagés, quand on donnait des pré-COVID, c'était pour ne pas peut-être, on va dire, amener certains employés au chômage. Il y avait plusieurs raisons qui ont été évoquées par les bénéficiaires. Donc, par rapport à ça, on avait une situation de référence. Donc, régulièrement, on va faire des enquêtes pour recueillir les données. Parce que nous, on se dit, il faut qu'on arrive aujourd'hui à dépasser la cueillette pour pouvoir récolter. Donc, c'est pour ça, tout à l'heure, je parle beaucoup de plateformes d'interconnexion, parce qu'il y a beaucoup de données. Lors de l'enrôlement, on a les données, on va dire, sur les spécifications du bénéficiaire, chiffre d'affaires, rendement et tout. Mais par rapport au dispositif de suivi qui est mis en place, après la première mission, il y a une géolocalisation de l'activité, il y a les emplois créés qui sont regardés pour nous permettre, en phase d'évaluation, d'avoir les données déjà disponibles. C'est pour ça que je parle de récolter. Parce qu'on est sûr qu'avec cette plateforme, beaucoup de données vont être générées. Et là, vous allez sur le terrain pour aller identifier. Parce que c'est le plus important, c'est le terrain qui commande. Il peut y avoir des déclarations qui, sur le terrain, sont fausses. Il peut y avoir, même par rapport à l'écosystème, ça nous permet de dire si aujourd'hui on arrive à lier tel projet Agri-Jeunes Proval avec la terre, vraiment il y aura un effet multiplicateur parce qu'avant on ne se parlait pas. Donc il y a toutes ces données aujourd'hui qui permettent de passer de la phase de l'âge de la cueillette vraiment à commencer à récolter parce qu'aujourd'hui avec les systèmes d'information, toutes ces informations peuvent être disponibles. Très bien. Merci beaucoup. Je vous demande d'applaudir nos panélistes pour cette session qui a été très riche, très intéressante. Je rappelle que le thème qui nous a préoccupés aujourd'hui, c'était le big data, l'environnement des affaires, comment finalement avoir des informations fiables sur notre continent et puis à favoriser le développement de nos entreprises. Merci infiniment. Je vous souhaite une excellente journée. Les panels vont continuer, les sessions vont continuer, toujours plus intéressantes. Je vais demander au MC de reprendre le micro. Merci madame, merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde.